Bonjour, je m'appelle Marion Martinelli, je suis psychologue dans le service de psychiatrie adulte du professeur Lançon au sein du CHU La Conception à Marseille. Je vous présente maintenant la troisième partie du cours sur la thérapie d'acceptation et d'engagement qui va aborder les méthodes de prise en charge. Donc, on est sur cette troisième partie. Je vous encourage à regarder les vidéos dans l'ordre pour une meilleure compréhension de son contenu étape par étape. Nous allons donc faire la fusion vers la diffusion cognitive et l'évitement vers l'acceptation pour passer d'un modèle de rigidité psychologique à un modèle de souplesse psychologique. Dans la thérapie ACT, l'intention est à chaque étape de permettre au patient de prendre conscience de son fonctionnement automatique concernant ses pensées dysfonctionnelles et ses comportements inadaptés, sans chercher frontalement à les modifier, ni même à les assouplir. Commençons donc par la partie 1 qui va nous informer de ce qu'est exactement la fusion et la diffusion cognitive et surtout comment passer de l'une à l'autre. Alors, le terme fusion est utilisé pour décrire la façon dont nos pensées dominent notre expérience de l'instant présent et guident nos actions. Ils peuvent être des souvenirs du passé, des anticipations du futur ou des jugements concernant l'action en cours. Prendre conscience de l'illusion du contrôle est la première étape de la thérapie ACT. Pour cela, des exercices courts peuvent être proposés dans le but de prendre conscience de notre incapacité à contrôler notre esprit. On va essayer ensemble de contrôler notre esprit. Donc, je vais vous demander de fermer les yeux. Ça va prendre juste 30 secondes. Et vous me direz si vous... Enfin, vous ne me direz pas parce que vous êtes derrière l'écran, mais vous verrez si vous y arrivez. Je vais vous lire une histoire courte et je vais vous demander surtout de ne pas penser à votre gâteau préféré. Tout en continuant à m'écouter, essayez d'éviter de penser à votre gâteau préféré. Ne pensez ni à sa couleur, ni à sa texture. Évidemment, ne pensez pas à son goût non plus. Et surtout, ne pensez pas au délice de le sentir fondre à l'intérieur de votre bouche. Bon, j'imagine que dans l'idée, vous n'avez pas réussi à contrôler vos pensées et vous avez pensé au gâteau. Pourquoi cet exercice? Vous allez vous dire, mais évidemment que j'ai pensé au gâteau, puisque c'était impossible de contrôler son esprit. Les travaux sur la diffusion cognitive de Titchener, qui date de 1910, ont mis en évidence que par la répétition rapide du mot citron pendant 30 secondes, on diminue en fait le ressenti sensoriel totalement imaginaire lié au sens du mot. Donc lorsqu'on dit le mot citron, on a un ressenti sensoriel qui est lié au sens du mot. Et bien quand on le fait pendant 30 secondes, ce ressenti diminue. Ce ressenti sensoriel, c'est l'image du citron devant les yeux, même paupières fermées, c'est le goût acide et sucré dans la bouche, c'est les sensations tactiles de la peau du citron, son odeur, etc. Et ce ressenti sensoriel, il diminue au profit d'une perception accrue de la qualité du stimulus perçu par l'oreille et prononcé à l'aide des muscles de la mâchoire. Donc ça augmente, en répétant pendant 30 secondes le mot citron, on augmente la perception de la sonorité du son citron et de la prise de conscience des muscles de la mâchoire qui bougent. Sur la base des travaux de Titchener, d'autres équipes de chercheurs composées de Masuda, Hayes, Sackett, ceux qui sont écrits sur la deuxième ligne, ont établi une corrélation négative entre le nombre de répétitions d'une phrase à caractère autocritique,
Ça, je vous le mettrai juste après, ça reprend les résultats. Donc, une corrélation négative entre le nombre de répétitions d'une phrase à caractère autocritique et le niveau d'inconfort et de croyance en cette pensée. Ça veut dire que plus la répétition était longue, plus le niveau d'inconfort était bas, d'où le terme corrélation négative. Ces équipes ont pu identifier que, alors que l'effet bénéfique sur le niveau de l'inconfort atteignait sa valeur maximale en moins de 10 secondes, c'est-à-dire ici, on a une baisse de l'inconfort qui est très importante, entre 3 et 10 secondes après le début de la répétition de la phrase autocritique. Pour la croyance en cette pensée, c'est un petit peu plus long. Vous voyez ici qu'entre 3 et 10 secondes, on n'est qu'à l'effet moyen, un effet moyen de baisse de la croyance. Il faut attendre 20 à 30 secondes de répétition de la phrase autocritique pour que la croyance baisse. Qu'est-ce que ça veut dire, ces résultats, concrètement? Ces travaux, en fait, ils suggèrent des effets séparés de l'émotion, baisse de l'inconfort, et de la croyance, c'est-à-dire de la pensée, qui nous permet en fait d'avancer de la fusion vers la diffusion cognitive. Autrement dit, par cet exercice simple de répétition à voix haute d'une pensée autocritique, en fait, on s'aperçoit tout simplement que l'émotion liée à la pensée va baisser rapidement. Par contre, pour le niveau de croyance, il va falloir pratiquer un peu plus longtemps, car ces deux phénomènes, émotion et pensée, sont clairement séparés dans l'esprit humain. Et comme ce qui nous intéresse le plus, c'est de faire baisser le niveau de croyance pour qu'il y ait des effets pérennes, il va falloir donc pratiquer, pratiquer, pratiquer. Avant d'amener votre patient à aller vers une attitude de diffusion, il est important de lui laisser prendre le temps, prendre conscience du coût que ça génère pour lui de diffusionner avec ses pensées. Dans un premier temps, le thérapeute propose au patient de décrire la situation qui génère de la souffrance chez lui. Le mieux, c'est encore la technique des colonnes de Beck. À travers le témoignage du patient, ça sert à identifier précisément les obstacles présents dans cette situation, que ces obstacles intérieurs, distorsion cognitive, règles rigides, pensée irrationnelle ou extérieures, liées aux autres, à l'avenir ou à l'environnement. Ici, prenons l'exemple de ma patiente. Donc ça, c'est une patiente qui vient me voir en thérapie, qui remarque qu'un de ses voisins est plus distant avec elle qu'avant. Les pensées sont « j'ai sûrement fait quelque chose de mal »,« il pense du mal de moi »,« il parle sûrement dans mon dos de moi » ou alors « on lui a parlé de moi ». Au niveau des émotions, elle se sent menacée dans son intégrité psychique, dans ses rapports aux autres, qui pourraient la rejeter. Il faut savoir qu'en fait, le regard des autres est un point extrêmement sensible chez cette patiente, un sujet qui revient souvent au cours de nos entretiens. On peut ensuite l'amener à se questionner sur le coût lié à la présence d'une de ses pensées. On va par exemple choisir une pensée j'ai sûrement fait quelque chose de mal. Et on va pouvoir la questionner par rapport à ça. Alors, les questions qu'on pourrait lui poser pour commencer à remettre en question cette fusion qu'elle a avec cette pensée. Moi, j'ai opté pour lui poser les questions suivantes. Quand la pensée « j'ai sûrement fait quelque chose de mal » survient, le fait de vous y accrocher à cette pensée, est-ce que ça vous aide à avancer? Est-ce que ça vous aide à faire ce que vous voulez faire? Ou encore, quand cette pensée survient, est-ce que ça vous aide d'y réfléchir aussi longuement? En général, c'est des questions qui sont assez bien comprises et que moi, en tout cas, j'ai aucun mal à manipuler
en thérapie. Avec une autre pensée, ça donnerait le fait de penser que votre voisin parle de vous dans votre dos. Est-ce que ça vous aide à agir efficacement dans cette situation? Quand vous laissez cette pensée guider votre comportement, est-ce que ça vous aide à vous créer une vie riche et satisfaisante? Bon, ces questions-là, elles sont déjà un peu plus orientées. Donc moi, je les utilise moins. En général, après avoir réalisé les colonnes de Beck, après avoir pris le temps de questionner le patient sur l'utilité de ses pensées automatiques et leur pertinence dans son objectif d'être heureux, de se construire une vie riche, il est possible que la séance soit déjà finie. Et en général, la séance est déjà finie. Je vous propose donc pour le rendez-vous suivant de demander à votre patient de continuer ce que vous avez fait ensemble, mais cette fois-ci en travail à domicile. C'est-à-dire en fait de continuer à se questionner sur les pensées dont on aimerait se débarrasser. Et voici un exemple de travail à domicile qui a été fait par un de mes patients. Donc je lui ai demandé de faire les pensées, de lister les pensées et les émotions dont il aimerait le plus se débarrasser. Et la personne est revenue avec ces pensées-là. Je suis une personne instable dans mes émotions, j'aimerais ne plus avoir à penser ça de moi. Je ne suis pas à la hauteur de ce qu'on attend de moi. Ça, c'est une pensée qu'on retrouve très, très, très souvent chez énormément de patients. Et de gens qui ne sont pas patients d'ailleurs. Si je reprends contact avec lui en premier, ça veut dire que je suis faible et soumise. Ça, on le retrouve aussi beaucoup, peut-être un peu plus chez les jeunes que chez les plus âgés, mais on le retrouve quand même. On finira toujours par me dire que je ne suis qu'une égoïste. Si j'avance une idée différente des autres sans pouvoir argumenter correctement, je vais passer pour un ou une idiote, etc. Donc, c'est des exemples de pensées qu'on pourrait vous ramener. Moi, j'aime beaucoup cet exercice, je le fais systématiquement, de demander aux personnes de lister les pensées et les émotions dont elles aimeraient le plus se débarrasser. Commencez déjà par les pensées, les émotions, après, elles découlent assez facilement. À la séance 2, nous pouvons donc travailler, faire le listing de ces pensées, évidemment, parce qu'on a donné cet exercice à domicile, c'est pas pour que ça reste dans un coin de tiroir. Mais nous pouvons aussi commencer à aborder la question de la diffusion sur la base de cet exercice qui peut nous aider. De quoi s'agit-il exactement? Diffusionner avec ses pensées consiste à faire un pas en arrière, à observer ses propres pensées pour ce qu'elles sont, de simples événements de l'esprit guidés par nos interprétations de la situation, bien plus que par la réalité objective des faits. L'intention ici n'est pas de rejeter nos propres pensées. Je vous disais 2 diapos en arrière qu'il n'est pas possible de contrôler ses pensées, il n'est pas non plus possible de les rejeter. L'intention serait donc plutôt de les laisser aller et venir dans notre esprit sans nous accrocher au sens profond qu'elles véhiculent, car c'est la symbolique des mots prononcés dans notre tête qui nous fait souffrir, bien plus que les mots eux-mêmes. Comment apprendre à diffusionner avec ces pensées qui nous font souffrir? Nous pouvons nous aider pour cela du rythme de notre souffle, de chacune de nos inspirations et de chacune de nos expirations. Se connecter à la respiration, les compter, les verbaliser mentalement, se dire j'inspire, j'expire. Ça a le même effet que si on se disait stop. Que si on disait stop à soi-même tout en restant centré sur ce qu'il se passe dans le corps, ancré dans l'instant présent via notre rythme respiratoire qui est présent dans l'instant présent. Même si ça dure qu'un bref instant, d'ailleurs, même si ça dure que 3 ou 4 secondes, je vous assure que lorsque c'est répété régulièrement, dans des conditions d'absence de stress, cette technique est efficace pour se distancier des émotions faibles ou modérées. Ensuite, il y a un exercice que j'aime beaucoup qui s'appelle « Je suis en train de penser que ». Alors, le plus simple, c'est que vous alliez voir dans les livres parce que si je vous explique tous les exercices en détail, le cours va être vraiment trop long. Donc, vous pourrez le trouver très en détail, même dans les travaux de Hayley Barnes-Holm
qui date de 2008. Mais c'est cet exercice, je suis en train de penser que vous le trouverez aussi dans les livres cités en référence dans la partie 1 sur 4 du cours. Je vous l'explique quand même brièvement. Quand vous évoquez mentalement une pensée désagréable, une pensée dérangeante pour vous, vous pouvez faire l'exercice. Hein. Par exemple, je suis nul ou je suis incompétent, j'y arriverai jamais. Vous concentrez sur cette pensée-là, telle qu'elle. Donc, si c'est je suis nul, ben, vous concentrez sur je suis nul pendant 20 secondes. Et pendant ces 20 secondes, vous allez vous concentrer sur cette pensée que vous allez répéter mentalement, mais lentement, en identifiant les autres pensées qui pourraient survenir, ou les images mentales, les émotions et les sensations corporelles qui surviennent. Vous pouvez même essayer, je vous laisse quelques secondes. Dites-vous mentalement la phrase dérangeante pour vous et observez ce que ça génère. Vous pouvez le noter sur un papier, mettre pause dans la vidéo et noter sur un papier ce que ça a généré chez vous comme pensée, comme image mentale, comme émotion et comme sensation corporelle. Arrivé à ce stade de la thérapie, vous, votre patient, vous êtes d'accord pour dire que cette phrase, c'est qu'une pensée qui traverse notre esprit. Donc, nous allons réitérer l'exercice en ajoutant le syntagme suivant. Je pense que je suis nul. Et pareil, vous recommencez l'exercice pendant 20 secondes en vous disant mentalement, je pense que je suis nul. Et puis vous mettez la même phrase que celle que vous avez utilisée tout à l'heure. Vous pouvez mettre pause pour faire cet exercice. Je continue. Normalement, on s'arrête là, mais moi j'aime bien rajouter un troisième syntagme. C'est une idée que je vous propose. Hein. Vous n'êtes pas obligé de le faire. Pour rajouter à cette étape l'indicateur d'instant présent. Même si on ne travaillera que lorsqu'on fera l'étape numéro 3 de la rigidité vers la souplesse, je commence quand même à l'introduire à dose homéopathique à travers cet exercice en disant, vu que c'est maintenant que vous avez cette pensée, on va rajouter à cet instant, je remarque que. Ça donne donc maintenant une phrase un peu plus longue qui se présente sous la forme de à cet instant, je remarque que je suis en train de penser que je suis nulle. Donc, n'hésitez pas à refaire cet exercice encore pendant 20 secondes et à noter, toujours pareil, quelles sont les pensées qui sont survenues, les images mentales, les émotions et les sensations corporelles. L'étude de Hayley Barnes-Holmes et collaborateurs de 2008 utilise cette technique de diffusion et met en évidence que la modification du langage fait baisser le niveau de croyance en la pensée initiale et fait augmenter le niveau de croyance en la nouvelle pensée. C'est surtout ça qui nous intéresse. Ici, vous remarquez qu'à aucun moment, nous n'avons cherché à reformuler la pensée « je suis nul ». Elle est restée strictement identique à ce qu'elle était au départ. Nous avons simplement modifié notre positionnement vis-à-vis d'elle. L'intention de l'exercice, c'est que vous avez probablement découvert que l'ajout de ces syntagmes crée immédiatement une distance entre vous et cette pensée, comme si vous aviez pris du recul d'une certaine manière. Remarquez que vous n'avez pas combattu cette pensée, vous n'avez pas tenté de la chasser, encore moins d'en déterminer la véracité ou de la remplacer par une pensée positive. L'exercice de la pensée musicale, celle-là je ne l'utilise jamais, mais je sais qu'elle a tendance à beaucoup plaire aux patients, donc je vous la présente quand même. Elle consiste à imaginer que vous chantez cette fameuse pensée qui vous gêne sur l'air soit de Joyeux anniversaire, soit de Vive le vent. Vous pouvez la chanter silencieusement dans votre tête et vous observez ce qui se produit. Alors, il y a des variantes de la chanson.
qui consiste à utiliser une voix de dessin animé, donc un personnage de dessin animé, une voix d'un personnage de film d'action ou de présentateur télé à reproduire. L'intention de l'exercice, c'est que vous aurez sans doute découvert que cette fois-ci, vous prenez cette pensée moins au sérieux. Si c'est le cas, vous avez ici opéré aussi une diffusion. Par cette attitude, pareil, je m'abstiens d'argumenter la pensée, je ne la suis pas son déroulement comme si elle était un scénario catastrophe, je ne la rejette pas non plus et je ne cherche pas à la modifier. Je la prends pour ce qu'elle est, à savoir une suite de mots. Un petit point pour se souvenir de ce qui a été appris, je vous le ferai pour chacune des parties du traitement qui va de la rigidité vers la souplesse. Il est normal que ces pensées désagréables surviennent à mon esprit. Il est impossible de contrôler mes pensées. Il est difficile d'apprécier le moment présent lorsque je tente d'échapper à une menace. Ça, c'est la fusion. Quand on est en fusion cognitive, la plupart du temps, on essaye d'échapper à une menace pour notre intégrité psychique. La première étape du changement, c'est déjà d'en prendre conscience. Je ne cherche pas à retenir mes pensées ni à les supprimer. Je remarque juste qu'elles sont là à un moment donné. Et dernier point important, les pensées ne sont pas des faits. Elles ne sont pas la vérité absolue. Je suis capable de les remettre en question et d'être plus souple vis-à-vis d'elles puisque je l'ai déjà expérimenté en phase de diffusion. On passe donc à la partie 2 qui est de l'évitement expérientiel vers l'acceptation. Ça peut faire l'objet des séances 3 et 4, celle-là, si on est parti du principe que la première partie était les séances 1 et 2. Mais vous n'êtes pas obligé de suivre, c'est une proposition, vous n'êtes pas du tout obligé de suivre l'organisation que je vous propose. Il faut savoir que les comportements d'évitement peuvent être très nombreux, mais quels qu'ils soient, un comportement d'évitement a toujours pour fonction d'éviter, de rejeter les pensées désagréables et les émotions pénibles. Dans le cas de la phobie sociale, par exemple, il peut s'agir de limiter les contacts avec les autres pour éviter d'être envahi de pensées anticipatoires anxieuses. Les cercles vicieux sont donc nombreux puisque la solution pour laquelle on opte, qui permet de soulager immédiatement l'émotion, devient à long terme un piège qui ne permet pas de résoudre le problème de fond. En effet, pour le cas de la phobie sociale, limiter les contacts avec les autres règle immédiatement le problème de l'angoisse anticipatoire, mais ne règle absolument pas le problème de fond. L'intention ici est d'identifier deux types de comportements qu'on appelle l'évitement et le contrôle, aussi appelés fight or flight, qui mènent habituellement à des cercles vicieux récurrents dans la vie du sujet, qu'il souffre de pathologies psychiques ou non d'ailleurs. Dans les stratégies de fuite, on s'enfuit ou on se cache de ses émotions et pensées désagréables. Dans les stratégies de lutte, on combat ses pensées et ses émotions négatives en tentant de les dominer. Voilà pour l'aspect théorique de l'évitement expérientiel. Passons à l'aspect pratique et reprenons encore le cas de ma patiente qui pense avoir fait quelque chose de mal vis-à-vis de son voisin qui est plus distant vis-à-vis d'elle. Alors, ici, on s'aperçoit qu'il y a deux types de comportements. Vous avez pu les lire dans le tableau précédent, je vous les remets. Soit je fais comme lui, je lui adresse plus la parole, ce qui s'appelle de l'évitement. Soit je vais en parler à mes voisins, je vais leur demander s'il n'a pas dit du mal de moi, c'est-à-dire que je vais rentrer dans la compensation, la surcompensation, ce qui s'appelle aussi la lutte. Donc on a le fight et on a le flight. Ces deux comportements ont pour conséquence, ont la même conséquence qui est que finalement la distance va se maintenir entre nous et la relation va rester froide. Parce qu'à aucun moment je fais l'effort d'aller vers lui ou
où j'essaye de régler le problème autrement. On a un cercle vicieux qui se met en route, schématisé par la flèche bleue. Et le cercle vicieux, c'est que mon voisin est toujours aussi distant avec moi. Donc là, on va pas, dans cette partie-là d'évitement expérientiel, on ne va pas chercher à aller plus loin que juste montrer qu'on a des comportements de fight et on a des comportements de flight, donc de combat et d'évitement, qui tous les deux alimentent le cercle vicieux. Alors, ce schéma-là avec ce type de cercle vicieux, vous l'avez dans 99% des cas quand il y a un patient qui vient et qui vous expose un problème. C'est vraiment pas si difficile que ça de trouver les comportements et le cercle vicieux. Ça vient tout seul dans le discours du patient. Donc, soyez confiants. Ce n'est vraiment pas compliqué. Vous allez y arriver. Quelques données expérimentales avant de passer à l'acceptation. Les travaux sur la tolérance à la douleur de Hayes, Stephen Hayes, dont je vous parlais dans la partie 1, et de Keogh et collaborateurs, consistaient à demander à 2 groupes de sujets de garder leurs mains plongées dans une eau glacée. Il était demandé à un groupe 1, d'opter pour une attitude d'acceptation de la douleur. Ça veut dire qu'ils se concentraient sur la sensation de la douleur dans la main. Et à l'autre groupe numéro 2, d'opter pour une attitude de suppression ou d'évitement de la douleur, c'est-à-dire en pensant à autre chose, en essayant de penser positivement, etc. Évidemment, vous l'avez compris, le premier groupe qui avait une attitude d'acceptation, qui s'est concentré sur la douleur, s'est montré significativement plus efficace sur le temps de tolérance à la douleur. C'est-à-dire qu'en fait, ils ont laissé leurs mains dans l'eau beaucoup plus longtemps que le deuxième groupe. Dans le deuxième groupe, non seulement ce temps de tolérance était réduit, mais en plus, cette attitude de rejet, d'évitement, créait un effet rebond dans la perception de la douleur qui s'en trouvait vraiment exacerbée par rapport au premier groupe. Le concept d'évitement expérientiel, il est mesuré par le questionnaire AAQ2. Et là aussi, il y a quelques petites choses à dire par rapport aux données expérimentales, que je vais vous présenter ici. De nombreuses études ont montré une corrélation positive entre un score élevé d'évitement expérientiel à ce questionnaire-ci spécifiquement et la pathologie psychique, ainsi que les troubles du comportement, mais aussi dans l'intolérance à la douleur, la sévérité de la symptomatologie du PTSD, les consommations de substances et les phobies. Ça veut dire que plus l'évitement expérientiel évalué par le AAQ2 était fort, plus la probabilité de survenue de symptômes psychiques était importante chez ces personnes-là. Et d'autres études, sinon ça ne serait pas forcément complet, d'autres études ont montré des corrélations négatives avec les phénomènes inverses, c'est-à-dire la qualité de vie, la tolérance à la détresse persistante. Pardon. On continue. Donc, si on reprend ce tableau et ce cercle vicieux, avant de passer à l'acceptation, quelles questions on va pouvoir utiliser pour amener le patient lui-même à cheminer vers l'acceptation. Parce que l'idée, c'est pas de lui donner tout sur un plateau ou de le faire s'exercer constamment, c'est aussi de l'amener à avoir une recherche d'informations. On pourrait lui demander, par exemple, en agissant de cette manière, par l'évitement ou par la lutte, est-ce que vous réussissez à vous débarrasser à long terme de ces pensées que vous avez fait quelque chose de mal ou de ces émotions douloureuses, ce sentiment d'injustice par exemple que vous avez ressenti? Ou encore, quand vous laissez vos pensées guider à ce point votre comportement et créer un cercle vicieux, est-ce que ça vous aide à aller vers la personne que vous voulez être vraiment, à aller vers la vie que vous voulez avoir?
Personnellement, moi, je préfère la première question, mais vous pouvez utiliser les deux. Une autre question, le fait de réagir par l'évitement ou par la lutte vous a-t-il aidé à répondre efficacement aux problèmes dans cette situation? Celle-là, c'est la question que je trouve la plus adaptée par rapport à cet exemple-là que je vous ai donné. Si je pose la question à ma patiente, le fait de réagir par l'évitement ou par la lutte, est-ce que ça vous aide pour répondre efficacement aux problèmes dans cette situation? La réponse de ma patiente, ça va être bah oui, bien sûr, ça m'aide à répondre à mon état émotionnel, même immédiatement. Évidemment, ça ne règle pas le problème de fond, donc ici la qualité du lien social, et ça peut même s'aggraver sur le long terme. En tout cas, on part du principe que c'est la réponse qu'elle donnerait automatiquement. Et si elle ne la donne pas automatiquement, on peut l'aider à cheminer vers cette prise de conscience. En tout cas, là, on ne va pas plus loin pour le moment. Je vous conseille même de laisser passer quelques jours jusqu'à la séance suivante avant d'aborder la notion d'acceptation. Mettez ces quelques jours à profit pour demander à votre patient de travailler chez lui sur la question de l'évitement et du contrôle, peut-être même de refaire des tableaux, des colonnes de bec, de trouver quels sont les autres comportements d'évitement et de contrôle qu'il peut avoir au quotidien et qui l'amènent régulièrement à rentrer dans des cercles vicieux tels que celui-ci. Donc ça, c'est le travail hors séance. Vous pouvez aussi demander à la personne, en partant des pensées que vous avez fait la semaine dernière en travail hors séance, est-ce que vous pouvez trouver les comportements automatiques de lutte et de contrôle qui découlent de la survenue de ces pensées? Par exemple, lorsque vous vous mettez à vous dire que si je reprends contact avec lui en premier, ça veut dire que je suis plus faible. Lorsque vous avez cette pensée-là et qu'elle tourne en boucle dans votre tête, quels sont les comportements pour lesquels vous allez opter automatiquement? Notez-les. Il peut y avoir dans le lot les comportements, oui, de contrôle et de lutte. En travail hors séance, vous pouvez aussi fournir à votre patient la liste des comportements pouvant être utilisés pour éviter ou contrôler son état émotionnel. Alors là, il peut y avoir tout et n'importe quoi dedans, puisque ce qui est important, ce n'est pas le comportement lui-même, c'est comment il est utilisé. L'activité n'est pas une stratégie de contrôle si elle vous tient réellement à cœur, si elle va dans le sens de vos valeurs. Par exemple, faire du sport. Si ça n'est pas fait en excès et qu'au final ça améliore votre vie sur le long terme, que ça ne l'altère pas, mais du coup c'est pas une stratégie d'évitement des choses négatives qui se passent dans votre vie, ni une stratégie de contrôle exagérée de votre image corporelle. L'activité est une stratégie de contrôle seulement si elle a pour but de vous débarrasser des pensées et des émotions négatives. Deuxième point important, l'intention qui nous anime. Par exemple, faire un don à une œuvre caritative, une œuvre de charité par exemple, sera une tentative d'évitement si ça nous sert à chasser l'idée qu'on est une personne mauvaise ou égoïste. De même que redoubler d'efforts dans le travail sera une tentative d'évitement ou de contrôle si c'est au final pour éviter de se sentir inférieur aux autres. Donc, les stratégies de fuite et les stratégies de lutte, elles sont divisées en plusieurs parties. Il y a plusieurs façons d'être dans la fuite et il y a plusieurs façons d'être dans la lutte. Vous pouvez mettre pause si vous voulez récupérer les informations de ce tableau. Moi, je passe à la diapo suivante. Pour un exemple avec une patiente. Donc, ma patiente, en exercice à domicile, elle est revenue avec un tableau tel que celui-ci. Dans les comportements de contrôle et d'évitement, par exemple, fumer du cannabis. Pour elle, fumer du cannabis, c'est la stratégie de s'abrutir et de s'échapper. Donc, si on retourne sur le tableau précédent, s'échapper, vous vous cachez, vous évitez les gens. Donc oui, parce qu'en fait, elle fume seule, toute seule dans sa chambre.
chambre. Donc pour elle, c'est une manière de s'échapper. Et s'abrutir, oui, aussi, puisque c'est une manière de fuir ses pensées et ses émotions négatives en se détachant, le plus souvent avec des médicaments, de la drogue ou de l'alcool. Donc forcément, elle s'est retrouvée dans cette catégorie-là. Mais voilà, il y a d'autres comportements. Donc en fait, pour chaque comportement qu'elle va utiliser, elle peut aller chercher dans le tableau pour savoir de quoi il s'agit exactement comme technique. Ça permet en fait tout simplement d'approfondir la connaissance de soi, de son propre fonctionnement. Moi, je trouve cet exercice très intéressant. Une fois que vous avez établi une vue d'ensemble des comportements de contrôle et d'évitement de votre patient, vous pouvez donc aller encore plus loin aux séances suivantes. Mais c'est toujours ensemble cette fois. Enfin, ça sera ensemble cette fois-ci pendant une séance, non pas en exercice à domicile, que l'on va questionner les comportements problématiques qui perdurent dans le quotidien du patient. Questionner sur ce qu'ont été les coûts en temps, en énergie, en santé, en qualité de relation et en image de soi. Je continue donc sur le travail avec Mademoiselle D. Donc, on a pris un autre exemple qui a été d'espionner son petit ami. Donc, j'ai demandé à Mademoiselle D de noter, lorsqu'elle espionne son petit ami, quels sont les coûts en temps, en argent, en image de soi, en relations sociales et en santé. Donc, elle pouvait aller de moins, donc il y avait moins, 0, plus et plus, en fonction de ce qui est coûteux ou avantageux. Plus elle va dans le moins, plus c'est coûteux pour elle, plus elle va dans le plus c'est avantageux pour elle, ce type de comportement. Donc, elle a trouvé, elle a organisé son tableau de cette manière-là. Ça lui fait perdre du temps, pas d'argent, ça ne lui fait pas perdre d'argent. En image personnelle, c'est assez dégradant d'espionner, donc elle a mis 2 moins. En relation sociale, comme il n'est pas au courant, avec son petit ami, ça n'a pas vraiment d'impact. Et en santé psychique, c'est très coûteux pour elle, parce quand elle l'espionne, elle a l'espoir qu'il pense à elle, et souvent après elle est déçue, donc ça a un gros coût en termes de santé psychique. L'intention de cet exercice, on va pas aller plus loin là aujourd'hui, mais au moins vous le savez, j'ouvre et je ferme la parenthèse, c'est à terme de trouver et de comprendre la raison pour laquelle ce comportement qui a plus de négatif que de positif se maintient dans le temps. Et ça fait partie de l'acceptation. Pourquoi est-ce que je maintiens un comportement aussi coûteux ? Je vous explique d'abord ce qu'est l'acceptation et on revient sur l'exercice de Mademoiselle D pour répondre à cette question-là. Qu'est-ce qui explique que ce comportement est maintenu ? Qu'est-ce que l'acceptation ? Butler et Chiarochi, 2007, définissent l'acceptation comme le fait de consentir à faire l'expérience d'événements psychologiques, pensées, souvenirs, émotions, sensations corporelles, sans les laisser influencer son comportement. L'acceptation, c'est donc l'inverse de l'évitement expérientiel. Une attitude d'acceptation s'expérimente par une émotion différente face à des sentiments qui nous traversent, des sensations corporelles ou des pensées difficiles qui constituent notre expérience de l'instant. Nous prenons le temps de les reconnaître, les nommer, les localiser dans le corps et les observer se modifier. Nous n'essayons pas de les combattre ni de les rejeter sans pour autant chercher à les apprécier ni tomber dans une attitude de résignation face à elles. En tant que thérapeute acte, il est nécessaire de s'approprier pour soi cette attitude d'acceptation. Mais comment faire ? Peut-être pourrions-nous apprendre à développer notre capacité d'empathie. Je vous en ai parlé dans la partie 1 et je vous le répète ici dans la partie 3 du cours. Pour cela, on va vous demander d'engager chaque jour une action altruiste envers une personne de votre entourage, un collègue, un patient, un inconnu, sans que cette action ne soit forcée.
auquel cas ça ne serait pas un acte d'altruisme. Prenez note chaque jour de ce que vous avez observé en pratiquant cet exercice. En plus, c'est un exercice qui va déjà en direction de votre valeur d'altruisme, qui définit votre attirance pour ce métier du soin à l'autre. Comme le dit très bien Benjamin Schoendorf dans un de ses livres cités en référence, la pratique de l'acceptation, de la compassion pour soi, de la compassion envers les autres, c'est comme l'apprentissage d'une nouvelle manière de respirer, plus profonde, plus connectée. Plus vous la pratiquez, plus elle deviendra confortable et naturelle. Comment expérimenter l'acceptation concrètement? Utilisez des exercices pratiques représentant des attitudes d'acceptation des obstacles et des métaphores que vous trouverez dans de manière très détaillée et en grand nombre dans les livres sur la thérapie ACT. Pour ma part, je vous conseille de vous renseigner plus particulièrement sur l'exercice de l'écriture à l'aveugle que je ne vais pas faire à la vidéo parce qu'il faudrait que la caméra soit ciblée sur... il faudrait que vous ne visualisiez que moi sur la caméra, qu'il n'y ait pas du tout de diapo. Mais il n'est pas difficile à trouver. Hein. Il est vraiment facile et très, très simple à utiliser. En tout cas, moi, je préfère l'exercice de l'écriture à l'aveugle. Vous pouvez aussi utiliser la métaphore du bocal, selon laquelle l'acceptation, c'est une attitude que nous pouvons qualifier de curiosité détachée, comme celle d'un enfant, comme celle qu'un enfant pourrait avoir pour un insecte enfermé dans un bocal, occupé à l'observer sous tous les angles, en étant sécurisé par la présence protectrice du bocal. Le mieux, c'est encore de tester ces exercices et ces métaphores et de vous les approprier de manière pérenne, en tout cas de garder ceux qui vous conviennent le mieux. Ces exercices et ces métaphores peuvent servir de point de départ au patient dans son changement d'attitude vers l'acceptation et le lâcher-prise. Pour l'exemple d'une sensation physique désagréable, Russ Harris propose les techniques suivantes. Déjà, l'utilisation de la pleine conscience, consistant à observer ce qui se trouve dans cette sensation, c'est la méthode du scientifique. Observer ce qui se trouve dans le corps, d'y accorder toute votre attention, de noter ce qui se passe, de noter ses limites, sa localisation, sa durée, sa fréquence de survenue, etc. Vous avez aussi le respirer dedans, qui est une méthode très proche, qu'on utilise beaucoup dans la pleine conscience. Et également l'interrupteur de la lutte, la prise de conscience de nos automatismes de lutte contre la douleur. On reprend le travail de Mademoiselle D. Alors, l'idée principale, donc Mademoiselle D, je vous le rappelle, c'est celle qui espionne son petit ami. Une attitude d'acceptation pourrait être, parce que là je vous ai montré des attitudes d'acceptation, des métaphores, des exercices, etc. Mais concrètement, quand vous êtes avec votre patient et qu'elle espionne son petit ami, qu'est-ce qu'on lui dit pour l'amener vers une attitude d'acceptation? C'est ça qui nous intéresse. Donc une attitude d'acceptation pourrait être par exemple de se mettre à l'écoute du besoin qui est à l'origine du comportement inadapté et générateur de beaucoup de souffrance chez elle. Souffrance vis-à-vis de son image de soi, l'image que ça lui renvoie, du temps qu'elle perd à espionner et de sa santé psychique, ce que je vous disais tout à l'heure. Et là, vous pouvez inviter la personne à trouver elle-même le besoin auquel fait appel ce comportement. Ce comportement inadapté, en les présentant de cette manière. Moi, je lui ai dit que de cette manière, en tout cas. Donc, nous avons pris conscience des coûts de ce comportement, que ce comportement d'espionnage génère pour vous, en image personnelle, en temps et en santé. Pour les autres points que sont l'argent et les relations à lui, ça n'a aucun effet. Alors finalement, qu'est-ce qui vous pousse à agir de cette manière de façon aussi irrépressible? Qu'est-ce qui vous permettrait de mettre 2+ dans la colonne d'à côté?
Quelle que soit l'idée que j'en ai moi, en tant que thérapeute, je la laisse trouver sa propre réponse. Même si ça ne correspond pas avec exactitude à mon idée de la situation, à ce que je pense du besoin qui est en jeu, même si moi je l'aurais reformulé différemment, c'est pas grave. L'important, c'est que ma patiente se saisisse de cet outil avec ses propres mots. Elle va choisir de dire le besoin d'amour, d'identifier ça comme un besoin d'amour. Elle m'explique d'ailleurs, quand je l'espionne, j'ai tellement l'impression que lui aussi pense à moi que ça nourrit mon besoin d'être aimée par lui. Donc l'idée, c'est que à aucun moment je cherche moi, en tant que thérapeute, à modifier le comportement de mademoiselle D. C'est pas mon but. Je remarque juste ce qui est là, les mécanismes qui se jouent, sans chercher à modifier, ni même à assouplir ce fonctionnement. Par contre, je vais lui demander de trouver d'autres comportements qui lui permettent d'alimenter ce besoin d'amour. Elle va me répondre les choses suivantes. Elle va me dire, quand je prends soin de moi, quand je me fais les ongles, ma manicure, ma pédicure, quand je vais chez le coiffeur, je prends soin de moi et ça alimente un peu mon besoin d'amour et de sécurité. Quand je fais un câlin à ma mère, quand je chante aussi, ça me donne beaucoup de plaisir et je sais que je prends soin de moi quand je chante. Et pratiquer la méditation également. Quand je la questionne sur à quel point ça génère chez elle un bien-être, un sentiment d'amour, de sécurité, de prendre soin de soi, elle va mettre un plus dans toutes ces cases et d'autres choses dans les autres cases, mais c'est pas ça qui nous intéresse. On l'a fait parce que c'était important de compléter le tableau et que ça fait partie de la connaissance de soi. Donc dans la thérapie, c'est très important de remplir le tableau dans son intégralité. Par contre, moi, dans le cours que je vous donne, c'est pas très intéressant de savoir le reste du contenu du tableau. Ce qui est intéressant, c'est de remarquer que les autres comportements ne génèrent qu'un seul plus et pas deux plus. Quelle est la conséquence de ça? La conséquence de ça, c'est que forcément, si elle veut avoir un shoot de besoin d'amour, elle va forcément aller vers le comportement d'espionnage, puisqu'il est bien plus important, il génère bien plus de satisfaction pour ce besoin d'amour que les autres. Donc, ça laisse un champ d'ouverture, une question ouverte. Qu'est-ce qu'on fait maintenant qu'on sait ça pour limiter un peu les comportements d'espionnage? On pourrait poser la question comme ça aux patients. En tout cas, si on revient un instant sur la question du besoin qui est à l'origine de nos comportements automatiques inadaptés et qui demandent seulement à être écoutés et comblés, finalement, on pourrait se dire que se mettre à l'écoute de son émotion, c'est se dire mentalement « voici ce que je ressens », j'écoute ce que je ressens, je me mets à l'écoute en tout cas. C'est un premier pas pour sortir de notre mode de fonctionnement automatique. Rien que ça, rien que cette attitude-là, quel que soit le comportement pour lequel on va opter finalement par la suite, rien que ça, c'est déjà thérapeutique. On termine avec le fait de se souvenir de ce qui a été appris pour cette partie-là qui va de l'évitement vers l'acceptation. Vous avez appris que vous avez déjà investi beaucoup de temps et d'énergie à tenter de contrôler vos pensées et vos émotions négatives. Vous avez aussi appris que ces stratégies sont très efficaces sur le court terme, mais ont entraîné des coûts importants sur le long terme. Vous avez enfin appris que ces stratégies, si elles sont utilisées avec modération, dans des situations où elles ont des chances d'être efficaces, sans qu'elles nous empêchent de faire ce qui est important, peuvent tout à fait être maintenues. Je vous invite maintenant à regarder la quatrième et dernière partie de ce cours sur les 4 autres points de l'Hexaflex qui nous permettent de continuer le traitement du patient.